L'égalité des droits de la femme et de l'homme restera une chimère tant que la bourgeoisie régnera. Il y a 100 ans, le Français Charles Fourier, l'un des premiers grands prophètes des idéaux socialistes, a écrit ces mots mémorables. Dans chaque société, le degré d'émancipation des femmes est la mesure naturelle de l'émancipation générale. Ceci est parfaitement vrai pour la société actuelle. La lutte de masse en cours pour les droits politiques des femmes est seulement l'une des expressions et une partie de la lutte générale du prolétariat pour sa libération. Ce sont les déclarations de Rosa Luxembourg en mai 1912 dans Suffrage féminin et lutte de classe. Bonjour, dans cet épisode 2 de la Journée internationale des femmes, je vous propose de mettre en lumière l'une d'entre elles. Une femme passionnée qui ne supportait pas l'injustice, une authentique révolutionnaire qui aspirait profondément à l'avènement d'une société future, construite sur une nouvelle base, plus juste, plus équitable, dont le but n'est pas l'accumulation de profits et de richesses dans les mains d'un petit groupe de grands capitalistes au détriment de la masse de la population, mais une société qui réponde aux besoins du plus grand nombre, gérée démocratiquement par les salariés eux-mêmes dans le respect de l'équilibre des écosystèmes. Une société qui ne mène pas au final l'humanité à sa perte, mais qui vise à lui donner les moyens de son émancipation. Rosa Luxembourg, animée et habitée par cette perspective, a apporté une contribution majeure au mouvement révolutionnaire internationaliste pour l'avènement du socialisme et la lutte contre le système capitaliste. Son parcours militant témoigne de la liberté d'expression des femmes au même titre que les hommes au sein du mouvement révolutionnaire. Même si elle a tout de même dû batailler pour que cette expression puisse se faire sur des sujets tout aussi importants que ceux auxquels les hommes prenaient part. Les différentes étapes de son existence et du cheminement de sa pensée s'inscrivent dans le contexte politique et économique de son époque. Au passage du 19e et du 20e siècle, le capitalisme se répand sur l'ensemble du continent européen, pour atteindre son stade suprême, selon la formule de Lénine, l'impérialisme. Tandis qu'il étend son emprise sur la planète, le capitalisme développe également le potentiel de résistance de la classe du salariat, dont les conditions d'existence et de lutte s'internationalisent au même rythme que le capital. L'union des prolétaires de tous les pays, c'est-à-dire de ceux qui n'ont d'autre choix pour vivre décemment que de vendre leur force de travail en échange d'un salaire, paraît désormais réalisable. Mais c'est aussi l'époque d'une Europe déchirée par les rivalités nationales et la guerre, celle aussi de l'essor du mouvement révolutionnaire du salariat. Le parcours de Rosa Luxembourg commence en Pologne, à Zamość, dans la partie alors occupée par la Russie tsariste, où elle voit le jour le 5 mars 1871 et où débutait quelques jours plus tard en France, le 18 mars, la Commune de Paris. Elle est la 5e enfant d'une famille juive aisée et grandit dans un milieu familial petit bourgeois. Son père, Elias Luxembourg, est marchand de bois. À l'âge de 3 ans, sa famille emménage en ville, à Varsovie, où elle y passa sa jeunesse. À l'âge de 5 ans, on lui diagnostique par erreur une tuberculose osseuse. Elle passe une année au lit, une jambe dans le plâtre, qui lui donnera une démarche dissymétrique. Elle fréquente à partir de 1880 le 2e lycée de jeunes filles, où elle y est admise, malgré l'existence d'un quota maximal de juifs acceptés chaque année, en fonction d'un système de notation plus exigeant que pour les non-juifs. Elle prend alors pour la première fois conscience de son statut de juive et de la discrimination qui y est rattachée. C'est durant cette période qu'elle commence à se lier au mouvement révolutionnaire organisé qui lutte contre l'absolutisme russe. À 16 ans, elle adhère au Parti socialiste révolutionnaire. 2 ans plus tard, en 1889, surveillée par la police et menacée d'emprisonnement et de déportation en Sibérie, elle décide de fuir le pays pour poursuivre ses études en Suisse, à Zurich, qui est alors la seule ville où les femmes peuvent suivre un parcours d'études complet jusqu'au doctorat et constitue également un véritable carrefour européen des exilés poétiques. Elle y étudie à l'université les mathématiques, les sciences naturelles, puis le droit et l'économie politique. C'est à cette époque qu'elle se lie à Leo Jogiches, militant d'origine lituanienne, réputé dans le milieu socialiste,
dont elle devient la compagne. Leur correspondance, qui s'étend sur plus de 20 ans, de 1894 à 1914, regroupée dans le recueil Lettres à Léon Yogichès, évoque leur psychologie intime et leur combat politique. Elle révèle l'influence profonde que Yogichès exerça sur Rosa Luxembourg, mais aussi leurs divergences croissantes au fil du temps. Elle dévoile aussi qui était cette femme, au-delà de la militante. Une femme pleine de vie, malgré ses périodes parfois dépressives, d'une grande intelligence sociale, rayonnante de sentiments et d'idées. Ensemble, ils cofondent en 1893 la social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie. Elle se spécialise dans l'étude des sciences politiques et présente en 1897 sa thèse de doctorat sur le développement industriel de la Pologne. Elle est l'une des premières femmes au monde à obtenir un doctorat en économie politique et la première polonaise à y parvenir. En 1898, elle s'installe en Allemagne et obtient la nationalité allemande grâce à un mariage blanc et adhère au SPD, le Parti social-démocrate allemand. Elle commence à tisser des liens avec certains de ses membres, notamment avec Karl Kautsky, théoricien marxiste, secrétaire d'Engels, et Clara Zetkin, femme politique marxiste allemande, qui deviendra une figure historique du féminisme socialiste. Cependant, elle reste impliquée dans le mouvement révolutionnaire en Pologne et en Russie. Elle est toujours membre de la social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie, où son ami Léo Yogichès joue un rôle central. Mais le centre de gravité de son activité militante est désormais l'Allemagne. Sans faire partie de la direction, elle est au premier plan dans les débats intellectuels, politiques et stratégiques pendant les congrès nationaux et internationaux. Elle milite comme pédagogue dans l'école du parti, publiciste, propagandiste et agitatrice. Elle fut la première à réagir fermement, dès 1898, face à la remise en cause de la théorie marxiste par Edward Bernstein, notamment à travers ses articles réunis dans la brochure « Réforme sociale ou révolution ». La lutte contre le parlementarisme, nouvelle forme de l'opportunisme politique florissant avec le progrès de la démocratie dans la société capitaliste, occupera une grande place dans son œuvre politique. En Allemagne, après qu'il fut rendu possible par la loi aux sociodémocrates de participer aux élections et de pouvoir avoir des députés élus au Parlement, le parti connut un essor foudroyant et d'importants succès électoraux, lui permettant ainsi de pouvoir mener légalement la lutte de classe. Le nombre d'adhérents bondit de manière vertigineuse et encore plus celui des adhérents aux syndicats. Cette croissance du parti et des syndicats coïncida avec une période d'essor économique en Allemagne après le krach de 1873. Le niveau de vie des ouvriers s'éleva parallèlement. Ce nouveau contexte entraîna deux écueils pour les organisations des travailleurs, l'antiparlementarisme et le réformisme, dont les thèses théorisées par Bernstein circulent alors largement dans le parti. D'après ces dernières, le capitalisme parviendrait à s'adapter en s'atténuant ses contradictions internes et l'instauration du socialisme, société de transition entre le capitalisme et le communisme, ne s'effectuerait plus au moyen d'une révolution, mais petit à petit, réforme par réforme. Cette thèse est résumée par Bernstein dans sa formule « Le but final n'est rien, c'est le mouvement qui est tout ». Cette doctrine fait du travail des élus pour des réformes l'alpha et l'oméga du mouvement social-démocrate au détriment de la lutte pour la conquête du pouvoir. Rosa Luxembourg s'oppose à cette position en commençant par l'aborder d'un point de vue théorique. Elle démontre que le postulat de l'adaptation du capitalisme contraint Bernstein, s'il veut démontrer sa théorie, à abandonner un à un tous les enseignements du socialisme scientifique et de la pensée marxiste. Elle déclare qu'il est incontestable que la théorie de Bernstein est en contradiction absolue avec les principes du socialisme scientifique. Elle affirme que le matérialisme dialectique nous enseigne qu'il est impératif de ne pas opposer le travail dans les institutions et en dehors, mais au contraire de les lier. Je cite, « Entre les réformes sociales et la révolution, il existe pour la social-démocratie un lien indissoluble, la lutte pour les réformes étant pour elle le moyen, mais la révolution sociale le but. » Même si officiellement le réformisme est rejeté
et la théorie marxiste maintenue. La pratique de la social-démocratie est de moins en moins subversive. Cela apparaît nettement en 1905, moment de lutte de classe intense, qui voit notamment l'apparition de grèves de masse, qui mettent en mouvement de larges masses non encartées. La tendance de Rosa Luxembourg à miser sur la combativité des masses ne plaisait pas beaucoup aux bureaucraties qui s'étaient installées à la tête du parti et plus encore à la tête des syndicats. Elle plaidait pour un volontarisme révolutionnaire plus actif du parti, et pour cela, elle était dénoncée comme gauchiste par toute l'aile droite du parti. Elle ne s'est jamais opposée à la participation aux élections, mais plaidait pour l'utilisation de ce puissant outil qu'est la grève générale, contrairement aux bureaucrates du parti. Pour elle, la grève de masse apparaît comme l'arme la plus puissante de la lutte politique pour la conquête des droits politiques. Début 1910, des grèves massives apparaissent spontanément, à la fois économiques contre le patronat et politiques pour réclamer le suffrage universel. Rosa Luxembourg se met alors à critiquer durement la passivité de la social-démocratie qui ne cherche pas à pousser le mouvement en avant. Karl Kautsky, qui était considéré comme le principal théoricien marxiste après la mort d'Engels, se charge de lui répondre. Kautsky soutenait que la social-démocratie allemande était dans une période où elle misait sur la stratégie d'usure face aux capitalistes. Cela permettait de cautionner le changement de centre de gravité de la lutte extra-parlementaire à la lutte parlementaire. Kautsky affirmait que le moment de passer à la stratégie d'anéantissement viendrait, mais que ce n'est pas le moment en Allemagne. Luxembourg savait très bien faire la différence entre situation révolutionnaire et non révolutionnaire, mais elle soulignait que la méthode de la grève générale était utile aussi pour obtenir des réformes, comme la démocratisation des institutions, et s'opposer à la guerre. Elle reprochait à l'inverse à Kautsky de ne préconiser rien de plus que le parlementarisme. Peu à peu, le spectre de la guerre va faire irruption sur la scène politique européenne. Les déclarations de principe en faveur de la paix, adoptées durant les années précédant le conflit, vont bientôt être emportées par le torrent belliciste patriotique. Dans son combat antimilitariste, Rosa Luxembourg se dresse au premier plan de la lutte contre la guerre. Malgré l'énergie qu'elle déploie, l'écrasante majorité des élus du SPD votent les crédits de guerre. L'aile gauche du parti va alors se rassembler autour d'elle et de Karl Liebknecht notamment. Inaudible au début du conflit, le mouvement spartakiste, qui se structure peu à peu, redouble d'activité pour mobiliser les masses indignées par la prolongation et la brutalité de la guerre. Aux grèves et aux manifestations vont se succéder les arrestations et séjours en prison pour les leaders du mouvement. C'est d'ailleurs en prison que lui parvient la nouvelle de la révolution russe et la prise du pouvoir par les bolcheviks. Tout comme Lénine, elle est consciente de la fragilité de leur position et de leur isolement sur le plan international. Il n'y a de salut pour la révolution russe que dans le soulèvement du prolétariat en Europe occidentale et notamment en Allemagne, dont les conditions paraissent les plus mûres. Afin d'éclairer les militants en Allemagne, il est indispensable de profiter de l'expérience des bolcheviks en analysant leur pratique du pouvoir. Elle va s'atteler à cette tâche à l'aide des informations qu'elle pourra rassembler afin de produire une série d'articles sur le sujet. Rosa Luxembourg apporte un soutien sans ambiguïté au nouveau pouvoir bolchevique. Cependant, sur le plan diplomatique, elle critique la notion de droit des peuples à l'autodétermination mise en avant par les bolcheviks. Sur ce plan, elle avait une position qui était qualifiée d'internationalisme intransigeant. Elle mettait la lutte des classes avant toute chose et refusait tout compromis avec la moindre revendication nationale. Son internationalisme et son hostilité de principe au fédéralisme la conduisent à rejeter cette position fondamentale des bolcheviks et de manière plus générale à tout ce qui tendrait à diviser les forces révolutionnaires. Sur le plan pratique, elle y voit un piège dont l'application équivaut à armer la contre-révolution en donnant la possibilité aux capitalistes nationaux de mettre la main sur le pouvoir. Elle critiquera aussi les restrictions que le nouveau régime bolchevique appliquera à la liberté de la presse et se montrera sur ce point plus intransigeante que Lénine, considérant qu'il s'agit d'un élément déterminant dans la consolidation d'un État au service d'un prolétariat uni. L'Empire allemand tombe à la fin 1918. Lors de la Révolution de novembre, des soldats et des ouvriers proclament la République.
Mais le mouvement prolétariat est divisé entre réformistes et révolutionnaires. La Révolution permet à Rosa Luxembourg de sortir de prison. Une amnistie politique est prononcée le 6 novembre. Elle est libérée le 10 et regagne Berlin. Les dirigeants spartakistes se réunissent et fondent un nouveau journal, le Drapeau rouge. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht y appellent le prolétariat allemand à poursuivre la révolution et à former des conseils ouvriers pour en prendre la direction et constituer une république des conseils. Pour les spartakistes, la révolution doit désormais s'étendre à toute l'Europe avec le soutien de la Russie soviétique. Mais le SPD, qui a formé le gouvernement Hébert, veut éviter une révolution soviétique et aspire à une république démocrate bourgeoise. Ce nouveau gouvernement se tient prêt à réprimer, dans un bain de sang si nécessaire, toute tentative de déstabilisation du régime naissant. Les spartakistes forment le Parti communiste d'Allemagne, le KPD. Lors d'un congrès tenu du 30 décembre 1918 au 1er janvier 1919, Rosa Luxembourg plaide pour la participation du KPD à l'élection de la nouvelle Assemblée constituante, mais la majorité se prononce pour le boycott de ces élections. Début janvier 1919, l'agitation révolutionnaire monte. Le KPD forme avec d'autres groupes révolutionnaires, dans la nuit du 5 au 6, un comité révolutionnaire et décide de passer à l'insurrection. Rosa Luxembourg juge le mouvement prématuré, mais choisit de le soutenir. Le soulèvement échoue, et Gustav Nosk, ministre SPD de la Défense, chargé d'écraser l'insurrection spartakiste, confie la répression au corps franc, des groupes de militaires et paramilitaires monarchistes ayant refusé la démobilisation et continuant à se battre pour rétablir l'ancien régime. Rosa Luxembourg fait paraître le 14 janvier 1919 son dernier article, amèrement intitulé « L'ordre règne à Berlin ». Le lendemain, des militaires se présentent à son domicile clandestin et l'emmènent à l'hôtel Eden, qui sert de quartier général provisoire. Interrogée, elle refuse de répondre aux questions. Des militaires la font ensuite sortir de l'hôtel pour l'escorter en prison. Alors qu'elle est dirigée vers la sortie de l'hôtel, elle est frappée à la tête à coups de crosse de fusil. Les soldats la font ensuite monter dans une voiture pour prétendument la conduire en détention. Alors que le véhicule a à peine parcouru 100 mètres, Rosa Luxembourg est tuée d'une balle dans la tête par l'un des militaires. Son cadavre est jeté dans le canal. Elle avait 47 ans. Karl Liebknecht, arrêté lui aussi, est également tué en sortant de l'hôtel Eden, par l'escorte qui, officiellement, l'emmenait en prison. Dans les mois qui suivirent, quelques-unes des principales figures du KPD furent à leur tour assassinées. Lénine, malgré ses divergences avec Rosa Luxembourg et ses erreurs d'analyse selon lui sur plusieurs points, lui rendra hommage en déclarant qu'elle est et reste un aigle, et non seulement son souvenir sera toujours précieux pour les communistes du monde entier, mais encore sa biographie et ses œuvres complètes constitueront une leçon très utile pour l'éducation de nombreuses générations de communistes du monde entier.